Salut à tous, c'est Noonan, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je reviens avec un film dans un genre que j'affectionne tout particulièrement, à savoir le polar. Ce film c'est Copland, il est sorti en 1997 et il est réalisé par James Mangold. Alors pour ce polar qu'on regarde comme on lit un roman noir américain, on a le droit à un casting 5 étoiles, à savoir un Sylvester Stallone transformé, face à lui Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Michael Rapaport, Robert Patrick, le T-1000 de Terminator 2, la superbe Annabella Sciorra, et vous reconnaîtrez également d'autres gueules qui parcourent le film. Alors avant de vous raconter l'histoire de Copland, un petit tour d'horizon sur son réalisateur James Mangold. Ce dernier démarre à Hollywood avec des productions plutôt indépendantes, telles que Copland, Une vie volée ou encore le thriller horrifique Identity. En 2005 sort le biopic qu'il a réalisé sur Johnny Cash, à savoir Walk the Line, et ceci va marquer un tournant dans sa carrière. Et pour cause, le film qui a coûté seulement 28 millions de dollars en rapporte 187 millions à travers le monde. Après ça, James Mangold réalise la comédie d'action Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz, et c'est plutôt réussi, le film est assez plaisant. Puis il est aux commandes d'un remake, celui de l'excellent western 3h10 pour Yuma, et là on voit que sa mise en scène prend de l'ampleur. Puis il fait une incursion chez les super-héros, plus précisément chez les mutants, en réalisant 2 épisodes sur l'univers de Wolverine. Le premier c'est Wolverine, le combat de l'immortel. Le film se laisse regarder sans révolutionner le genre, mais 4 ans après, James Mangold réalise Logan, son deuxième film sur Wolverine, et démontre qu'avec un scénario bien construit, on peut produire bien plus qu'un film de divertissement avec les films de super-héros, et il réussit notamment à très bien s'adapter à la nouvelle technologie que le cinéma moderne utilise. En 2019, il sort Le Mans 66. Moi qui ne suis pas fan spécialement de voitures, je peux vous dire que j'ai passé un moment extraordinaire avec ce film à grand spectacle qui a quelque chose qu'on croirait tout droit sorti de l'âge d'or hollywoodien. James Mangold est attendu à la réalisation de Indiana Jones 5 en 2022, mais on ne commentera pas cette information car ça prendrait beaucoup trop de temps. Et on va tout de suite revenir quelques années en arrière avec sa deuxième réalisation qui est donc Copland. Garrison est une ville de banlieue qui sert de dortoir aux flics new-yorkais, d'où son surnom de Copland. Elle a été créée en partie par Ray Donlan, interprété par Harvey Keitel, qui est un peu le parrain de cette ville de flics. Harvey Keitel interprète son personnage de façon assez inquiétante, comme ça, avec une mâchoire bien serrée, comme il sait si bien le faire. Il a le regard perçant, il observe tout ce qui se passe autour de lui, on dirait un véritable pitbull. Dans cette ville, il y a tout de même un shérif, même s'il ne sert qu'à dresser des contraventions, et ce shérif, c'est Freddie L. Flynn, qui est interprété par un Sylvester Stallone, comme je vous le disais tout à l'heure, transformé. Sylvester Stallone a pris 20 kilos pour ce film, et joue magistralement ce shérif au regard de Labrador. Freddie a toujours rêvé d'être flic à New York, mais de Garrison, il ne verra que le pont qui le sépare de son rêve qu'il ne pourra jamais atteindre, puisque Freddie perdit l'ouïe d'une oreille en plongeant dans le fleuve de Garrison pour sauver de la noyade Liz, interprétée par Annabella Sciorra, d'un accident de voiture. Ironie du sort pour Freddie qui tombe amoureux de Liz, cette dernière épousera plusieurs années après un officier de police new-yorkais violent et volage. Freddie voit d'un œil discret tout ce qui se passe dans sa ville, et pour cause le linge sale se lave en famille. Ici c'est la loi du silence qui prime, pour avoir une vie confortable, il vaut mieux collaborer. Dans cette ville, Freddie a tout de même un véritable ami qui répond au nom de Gary Figgis, interprété par Ray Liotta. Excellent Ray Liotta dans ce rôle de flic cocaïné et fiévreux. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. En tout cas, une chose est sûre, on voit que ça a été un très bon flic, et c'est un personnage qui va se révéler dans le temps. La ville de Garrison vit avec ses secrets jusqu'au jour où Murray dit Superboy Babich, le neveu de la femme de Ray Donlan, commet une bavure dont je garde le secret pour ne pas vous spoiler. Entre en scène Motildon des affaires internes, interprété par Robert De Niro, et sa superbe moustache. Alors ça c'est un truc que les acteurs américains ont, c'est incroyable, un rien les habille. Ils rentrent dans la peau d'un personnage à travers un accessoire qui semble pour nous anodin, mais qui permet réellement à ces acteurs de rentrer dans la peau, la psychologie, l'identité d'un personnage. Alors ce rôle que Robert De Niro interprète représente l'ordre et la justice, c'est vraiment la droiture absolue.
mais il a les mains liées car cette affaire ne dépend pas de son secteur, de son territoire, et il s'en remet donc à Freddy. Mais Freddy, ayant toujours eu l'habitude de regarder de l'autre côté, et ayant des liens très forts avec les habitants de cette petite ville où tout le monde se soutient, enfin du moins en apparence, donc Freddy ne peut pas répondre à la demande de Mo. C'est pour ça que ce dernier va jouer la carte de la culpabilité avec ce shérif au grand cœur, ce shérif un petit peu pâteau que tout le monde regarde finalement comme un simplet et dont tout le monde se sert. Alors face à cette pression, même si Freddy sait ce qui est juste, Freddy est perdu, il ne sait quoi faire, et quand Liz lui rend visite chez lui, il se réfugie dans ses bras, et cette scène me fait étrangement penser à Rocky 1, une scène à peu près similaire où Rocky emmène pour la première fois Adrian chez lui. C'est un premier baiser échangé, il y a beaucoup de tendresse, de réserve, de timidité. Il y a d'ailleurs beaucoup de Rocky dans le personnage de Freddy, pour une raison sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais déjà on peut parler tout de suite de leur côté vintage à tous les deux, des personnages qui vivent dans le passé. D'ailleurs il y a une réplique qu'on pourrait trouver assez drôle aujourd'hui, à savoir que Freddy met un vinyle de Bruce Springsteen, entre parenthèses artiste que j'adore, et Liz lui dit « Tu sais, il existe aujourd'hui des CD. » Et oui, le film est sorti en 1997, et 20 ans après, j'aurais envie de bazarder mes CD et jeter un œil à la collection de vinyles de Freddy. Cette scène montre que Freddy vit dans les souvenirs, il aime que les choses aient une âme, c'est un nostalgique, on a un peu l'impression parfois qu'il plane. Alors le réveil de Freddy aura-t-il lieu? Va-t-il affronter Ray et sa bande de flics corrompus? Bon, vous vous en doutez déjà, je ne vous révèle pas grand-chose en vous disant que oui, mais moi ce qui m'intéresse réellement dans ce film et dans ce personnage principal, c'est qu'il représente l'outsider. Celui qu'on n'attend pas, celui qui va venir faire bouger les lignes. Et ça, c'est un personnage que Sylvester Stallone sait incarner, car c'est exactement le type de personnage qu'il représente en jouant Rocky, c'est-à-dire un personnage qui a priori a raté sa vie, mais qui a l'occasion de remonter sur le ring pour prendre sa revanche, pour rendre justice et se rendre justice. Un personnage au grand cœur, un personnage courageux qui va aller là où personne ne veut aller et ne peut aller. Même pas ceux qui sont censés être les meilleurs. Pourquoi je vous dis ça? Regardez cette photo. La symbolique du cadrage de cette image, Robert De Niro est l'un des plus grands acteurs de tous les temps, mais pour rendre justice dans ce film, il a besoin d'un acteur qu'on a souvent décrié et caricaturé, à savoir Sylvester Stallone, et ce dernier va prouver dans ce film qu'il peut s'élever au rang des meilleurs acteurs, comme celui qu'il a en face de lui, en livrant une prestation qui va être saluée par les critiques et par le public. Et que montre la photo? Elle montre Robert De Niro qui accueille un Sylvester Stallone érigé en héros. James Mangold livre ici un polar qui restera dans les mémoires. Il fait également référence à John Ford, à l'esprit des westerns où ces shérifs solitaires doivent rendre justice tout seuls. On pourrait dire aussi en termes de référence que l'ombre de Sidney Lumet plane sur cette histoire. La mise en scène est assez classique. Il y a un travail sur le son dans la scène finale qui nous plonge dans la peau du personnage principal. Et ça, c'est très malin de la part de James Mangold de l'avoir monté ainsi. Copland prend le temps de s'installer, d'installer son ambiance. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un roman noir américain, un roman policier, où l'on suit la vie un petit peu de tous les personnages, jusqu'au moment où la grande histoire les rattrape tous. Copland a coûté 15 millions de dollars et en a rapporté presque 64. C'est une réussite donc au box-office. Tous les acteurs ont accepté de baisser leur cachet pour jouer dans ce film. Néanmoins, c'est ce film qui va plonger Sylvester Stallone dans une longue période de traversée du désert, non pas parce qu'il était gras dans ce film et qu'il avait pris 20 kilos, mais parce que les attentes étaient quand même au-dessus des recettes récoltées. Le film aurait pu concourir pour la Palme d'Or en 1997, mais Miramax refusa de participer au Festival de Cannes pour pouvoir remonter le film avant. Décision que je trouve bien dommage personnellement. Au Festival de Stockholm, Sylvester Stallone obtient tout de même la récompense du meilleur acteur pour Copland. Il existe une version Director's Cut qui était sortie à l'époque chez Studio Canal, de 11 minutes supplémentaires. Si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas. C'est James Mangold qui, en plus d'avoir réalisé, a écrit le scénario et la musique est composée par Howard Shore, ce type de musique de polar qui est très présente sans pour autant qu'on y prête réellement attention, mais qui nous accompagne tout au long de l'histoire.
Et quand vient le thème final, tout le film nous remonte à la surface. Vous voyez de quoi je veux parler? Non? Alors avant que je vous mette le morceau, likez, partagez, abonnez-vous, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, et en attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.